à me refaire. Mais la période où j'ai été sans mon pote, c'était une période très difficile qui est relatée en documentaire et tout, avec témoignages de mes frères et sœurs. T'étais SDF dans quelle ville, tu te retrouves? Poitiers. À Poitiers? Ouais, c'est pas la ville où il faut l'être. Il n'y a pas de ville confortable. Hein. Non, mais Poitiers, c'est quand même une ville morte. Mais ceci dit, heureusement qu'on est en France quand même. Parce qu'en France, tu peux quand même t'en sortir. Ah, tu manges quoi, du coup? Comment tu manges? Je vole dans un magasin pour bouffer à l'époque. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'à l'époque, j'avais un gros sac Louis Vuitton qui était un peu un de mes héritages familiales. Et donc, j'arrive dans le magasin avec un gros sac Louis Vuitton, puis je le prends, je mange les sandwichs, tu sais, dans le magasin. Dans le magasin. Ouais, tu manges dans la cabine les cabines d'essayage à l'époque, tu vois, et tu manges et tu balances dans la poubelle. Tu vois, mais après j'ai commencé à faire un peu le malin, à me sentir un peu comme chez moi, quoi. Tu sais comment l'être humain il est. Tu finis par croire que le magasin il est un peu à toi parce que tu dis voilà, tu commences à mettre deux trois trucs. Évidemment je me fais prendre et tout, donc ça devient un peu compliqué. Je me souviens un jour je me fais authentiquement humilier parce que je vole des sandwichs bouffés par la police évidemment, authentiquement humilié. Bon, c'est comme ça. Hein. Putain, et tu dors où? Tu dors j'ai dormi dehors et après j'ai dormi chez un pote. Donc t'as un copain qui est toujours ton copain? Valentin Léaumont, qui nous écoute, qui est un bon ami, qui est fier de ce que je suis devenu, qui est vraiment le gars à qui je dois tout. Parce que je pense que j'aurais vraiment mal tourné s'il n'était pas là. C'est un mec qui m'a hébergé, qui était camarade de fac. Tu sais, quand j'étais à la fac, j'étais un peu le duc de la night. Donc, comme j'étais fils d'ambassadeur, j'avais un peu 1500, 2000 balles à rien foutre. Donc, je restais un peu tous mes potes. Donc, c'est un gars de gauche, voilà, avec une bonne morale, une gentillesse naturelle, qui m'a hébergé, lui, ses parents, et qui m'ont aidé à me refaire. Putain, sympa. Ouais. Sans rien demander en retour. Et comment tu ne perds pas le moral à cette époque? Parce que Si, je le perds. Tu le perds? Ouais, si, je perds le moral, bien sûr. C'est une époque de ma vie sur laquelle je m'apitoie pas trop, pour deux raisons. D'abord parce qu'elle est bien documentée et que ça sort bientôt. C'est le mec qui fait de la promo. Et ensuite parce que je suis contre le fait de verser un peu dans le misérabilisme. En fait, c'est une dispute. T'es pas une victime, tu dis tout le temps. Jamais. Jamais je suis une victime. C'est une dispute entre son père et son fils. Voilà. Et mon père étant ce qu'il est, et moi étant devenu ce que je suis devenu, c'est une dispute qui est devenue plutôt mythique, tu vois, légendaire, parce que du coup, on en fait un documentaire, on en fait un film, on en fait une interview, mais c'est une dispute entre son père et son fils. Mais tu sais pas que tu voulais faire humoriste à l'époque, quand tu dis je veux pas faire... Est-ce que tu savais déjà que tu avais envie de faire de l'humour, ou quand tu dis je veux pas faire de droit, tu avais déjà cette idée-là? Oui, j'ai l'idée de faire de l'humour. Même si tu n'avais jamais rien écrit. Ah oui, mais à l'époque, je fais des cuites avec les potes, et je suis plutôt marrant, quoi. En soirée, je suis plutôt marré à des moments. Oui, mais il paraît qu'il y a des mecs qui font vraiment rire des potes quand ils sont bourrés, mais qui ne peuvent pas monter sur scène. C'est un autre boulot. C'est un autre boulot. Mais moi, j'ai été assez insolent pour croire que ça allait le faire. Et après, c'est l'insolence qui a payé. Mais c'est vrai que j'étais assez gaulerie en soirée, en dehors. Je me suis dit, ils m'ont dit, mais putain, on a déjà vu des mecs drôles, mais là, quand même, ça vaut le coup de tenter. Et donc, c'est vrai que j'ai envie de le faire. Je me sens bien là-dedans. Mais j'ai pas l'occasion de le faire. Hein. Même quand mon père me met dehors, je l'ai pas encore fait. Parce qu'une fois que je suis dehors, du coup, les plans changent. Au début, le but, c'est quand même de subvenir à mes besoins. Et donc, je le fais. Et quand je me retape, je décide après d'être chargé de clientèle chez Bouygues Télécom. Tu trouves un boulot pour payer déjà un appartement. Et voilà, il y a plein de... J'habite chez un gars encore, Valentin, cette fois un autre Valentin, mais Diri Dolou, aussi, voilà, shout out à lui s'il nous regarde, qui m'a hébergé aussi. Donc, je lui payais un petit loyer et je pouvais aller travailler et pour me faire un peu, quoi. Donc, je suis toujours à Poitiers? Non, après je quitte Poitiers parce que je rencontre une Nantaise qui passe par là, qui on sort à l'époque et je la rejoins à Nantes et donc je deviens chargé de clientèle chez Bouygues Télécom à Nantes. Plateforme téléphonique, donc je travaille là. Les centres d'appel? Ouais, c'est ça qui tourne le plus à l'époque, c'est ce qui embauche plus facilement, il y avait un vrai turnover. Je crois que dans Bref, il disait qu'il y avait, ils avaient tous le même prénom quand ils se présentaient. Oui, Jean quelque chose. Éric Dampierre, tu vois. Ouais, non, moi, Dampierre. à Bouygues Télécom, j'avais pas ça. Mais avant, à Poitiers, quand j'avais commencé à travailler pour me faire du fric après ma période difficile, j'étais à Californie, je me souviens, c'était vers le Futuroscope, il y avait des plateformes téléphoniques là-bas. Et là, pour le coup, on s'appelait tous Jean quelque chose. Mais à Nantes, c'était pas le cas. Mais bon, c'est tout authentiquement chiant aussi, hein. C'est des clientèles, mec, un volume de 85 appels par jour. Et moi, il n'y avait pas de... Avant, il y avait le temps de travail. C'est-à-dire que tu raccroches, tu historises l'appel, mais tu as le temps avant de décrocher. Donc moi, j'avais des temps de travail de 15 minutes. Il fallait vraiment que j'explique bien tout le dossier, histoire de ne pas prendre un autre téléphone. Mais à la fin, dès que tu raccrochais, il y avait un autre appel qui se lançait. Donc 80 appels par jour, quasiment sans pause, à part la pause déj, quoi. Donc en fait, tu sors de là, et puis les gars appellent rarement pour dire qu'ils aiment ce qu'a fait Bouygues Télécom, t'as compris, hein. Les mecs appellent en général pour authentiquement te chier dessus. Donc c'est compliqué pour l'estime de soi, pour la santé mentale, c'est pas des boulots faciles. Donc ceux qui le font, je sais ce que c'est, je les encourage bien fort. Et tu vas commencer le stand-up, c'est à Nantes, justement, tu dis ouais, que tu vas parce qu'après Bouygues Télécom, je vais du coup me faire virer, hein. J'en ai marre. Pourquoi?
Bah, parce que j'en ai marre et parce que je veux lancer mon projet. Donc C'était en 2012. Ouais, j'avoue que je sabote complètement le truc, quoi. Et donc, je vais avec des potes m'inscrire dans une compagnie de café-théâtre pour faire du stand-up. Et ça va vite me faire chier aussi. Après, je vais créer une scène ouverte dans un bar, le Westside Comedy Club. Une scène ouverte que je reprends. Je reprends le truc, il y a 5 personnes dans le bar, voilà. On joue devant des gars à moitié ivres. L'occasion de vérifier quand même son vœu, tu vois, de rechecker que tu veux bien faire ça, tu vois. Sauf que je vais prendre ça comme ça et ça va complètement exploser. Ça va devenir la plus grande scène ouverte de l'Ouest. On va faire la scène des congrès plusieurs fois. Et il y a plein de gens qui ont fait cette scène-là, qui sont devenus des vrais pros comme moi, Elodie Pou, d'autres. Et tu vas te prendre des billes de début ou pas quand t'apprends? Il paraît que tous les humoristes qui viennent me disent au début, à chaque fois, c'est très dur parce que tu joues devant des salles, voilà, et tu testes des blagues qui marchent pas du tout. Il faut remonter, il faut recontinuer, faut remonter à vélo, quoi. C'est ça le principe, c'est que tu viens, tu te boites. Bon, moi, j'avais quand même des qualités naturelles fortes. J'ai une forte présence, j'ai du charisme, ça me permet d'avoir une autorité naturelle qui fait qu'on m'écoute quand j'arrive quelque part. Mais pour autant, j'avais un texte plutôt faible quand j'ai démarré. Donc, jusqu'à ce que je trouve des sujets intéressants, j'ai passé des passages plus ou moins mitigés. Je pense que les gens rigolaient par peur. Mais après, ils ont rigolé parce que c'était vraiment drôle. Mais je pense que moi, j'avais du mal à boiter parce qu'ils avaient peur que je les fracasse, je pense. Et ouais, j'étais pas ouf, c'est la question. Non, j'étais pas ouf. Et le succès va commencer comment? Tu vas faire des premières parties après? Ça va être long, gros. Je vais faire plusieurs années comme ça à Nantes, où quand même, authentiquement, même si je suis pas connu, il y a un moment, ça devient vraiment les meilleures années de ma vie. Parce que, mec, je fais ce que je veux, je suis avec des potes, c'est un peu la bohème, on se cuite la gueule tous les soirs, on couche avec plein de meufs, on est content, tu vois, c'est un peu ça. La vie d'étudiant, d'ado, quoi, tu vois, que je vis là, à ce moment-là, une vraie liberté, je kiffe. Et puis, je vais progresser dans mon humour, au point de devenir un peu une vedette locale. Et donc, dès que les stars viennent rôder leur spectacle à Nantes, parce que souvent on fait des rodages en province, dès qu'ils viennent rôder, je fais la première partie. Donc je me retrouve ainsi, pas pour un rodage, mais bien pour un spectacle, au Zénith de Nantes, à faire la première de Jeff Panaclock au Zénith de Nantes. D'ailleurs, la vidéo est sur YouTube, je fais la première partie, ça se passe bien. Et son producteur, Philippe Delmas, me dit, putain, tu devrais venir à Paris. Te lancer, quoi. Te lancer et tout. À l'époque, je suis produit par une dame à la compagnie du Café Date et tout, qui va être contre, mais bon, pareil, on va faire un procès, et je vais devoir me libérer via un procès. Et j'ai fini par me retrouver à Paris. Et là, mon cauchemar commence, mon cauchemar parisien commence. Pourquoi ton cauchemar parisien? Mais parce qu'une fois que tu arrives à Paris... C'est très dur comme ville. Paris, frérot, d'abord, je t'explique. En général, tous les héros de leur province, ils viennent à Paris pour niquer le boss de fin. Donc déjà, tu viens, t'arrives, il y a plein de mecs beaucoup plus chauds que toi. En humour, je veux dire. Ils ont un texte plus fin, plus intéressant, plus acéré, c'est précis, c'est carré, c'est voilà. Y a pas, ça dépasse pas. Le public parisien est aussi plus difficile parce qu'ils ont une palette de choix qui est beaucoup plus large. Et à Paris, quand tu n'as pas de visibilité, c'est-à-dire quand t'as pas un outil promotionnel, des réseaux, à l'époque on n'avait pas trop, c'était pas trop la mode des réseaux à l'époque. Donc on parlait plutôt de médias, de télé, de choses comme ça. De Jamel Comedy Club. Voilà, quand t'avais pas ça, tu remplissais pas. Donc j'ai joué littéralement pendant 1 an devant 8 personnes. Hein. Ah mon pote, là faut éviter tout objet comptant. Attends, mais... Ben oui, parce que tu te dis à ce moment-là, tu te dis, putain, moi je pourrais être avocat au pays, là, à me faire des millions de francs CFA et être en boîte de nuit et boire du champagne. Donc tu penses quand même à ce moment-là. Mais tu dis, est-ce que je suis pas en train de me planter? Je suis quand même le fils de quelqu'un, moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, quand c'est dur, je me dis, putain, peut-être qu'il avait raison aussi, ce monsieur. Non mais, peut-être qu'il a pas... Non mais peut-être qu'il était dur, mais il a pas tort sur tout, peut-être, tu vois ce que je veux dire? Mais non, je persévère. Je pense par entêtement, par fierté, par principe. Poursuis la route. Et tu vis avec quoi quand tu fais 8 personnes comme ça le soir? Tu vis de l'argent des comédie clubs. Moi, j'étais à une époque où en comédie club, il y avait ce qu'on appelle le chapeau. Les gens mettaient de la thune dans le chapeau à la fin. On appelle ça le chapeau, c'est la quête. Et avec ça, on se partageait un peu le cash et ça nous permettait de vivre, quoi, alimentairement. Même avec 50 €, tu peux te faire des courses pour 2 semaines et demie. Oui, c'est ça. Hein. Mais tu dors où? Je dors à l'époque, ma mère décide de m'aider, c'est donc la femme blanche, Virginie, qui m'a élevé, elle décide de m'aider à cette époque-là quand même, parce que je sais pas, peut-être un remords ou je sais pas, mais elle me donne accès, parce que mes parents ils ont un appart dans le 16e, qui est une chambre de bonne. Donc elle me donne accès secrètement. Sans que mon père soit au courant, elle me donne accès à la chambre de bonne en me disant, bon allez vas-y, courage, force. Tu vois, et donc j'ai la chambre de bonne. Très classe. 7 étages. Pas d'ascenseur. Ouais, mais au moins. Pour être sur le palier, mais pour moi, c'est le paradis, ça. Bien sûr. T'as compris? Ça, pour moi, c'est le paradis. Je te répète, le paradis. Je suis bien. Un petit appartement privé. Je suis top, tu vois. C'est pas grand. Tu fermes la porte à ton chez toi. Ouais. C'est le top.
Je répète, c'est le top. Super. Il y avait un petit chinois traiteur là, à l'époque, là. Je prenais mes petits riz cantonais, crevettes sautées aux piquantes, là. J'étais au top, j'étais bien. Et tu vas faire ça combien de temps avant de... Longtemps. Je vais faire ça. C'est-à-dire, moi, entre le moment où je commence, où je prends des cours de compagnie, à la compagnie du Café Théâtre, jusqu'au moment où j'explose,